qu'aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas forcément non plus une dynamique qui était extrêmement poussée et très forte de la part de l'État concernant par contre voilà, le développement des salles de sport, les salles de fitness du domaine privé. Et puis, je crois qu'il y a une prise de conscience qui a peut-être été un peu plus longue que dans d'autres pays sur les bienfaits du sport et qui aujourd'hui est en train de se rattraper. Je pense que voilà, on n'a qu'à voir d'ailleurs au travers des réseaux sociaux, à travers de plein de choses. Je crois que les comptes et les contenus qui sont les plus vus, les plus partagés aujourd'hui, c'est le fitness, c'est le sport, c'est le côté healthy, les recettes, voilà, le fait de bien se porter, d'avoir un bon cadre de vie, d'avoir voilà, une certaine discipline qui s'instaure pour faire du sport, pour avoir le bon mindset, pour voilà, faire en sorte que le sport participe en tous les cas à un bon équilibrage dans sa vie. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Frédéric Vallée, directeur général CEO du groupe Honor Fitness. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Fred. Le lancement déjà de la franchise Honor, son business model, le concept. On a parlé également de sa vision du fitness dans les années à venir. On a parlé de franchise, on a parlé des indépendants et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Frédéric. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Frédéric Vallée. Salut Fred. Oui, salut Andy. Pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a qui ne connaissent pas un petit peu l'univers du fitness, est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter du coup ta franchise de club, s'il te plaît? Bien sûr, mais écoutez, je suis Frédéric Vallée, donc je suis le directeur général exécutif d'un groupe qui s'appelle Honor Fitness. C'est un groupe que nous avons créé maintenant en 2017. Nous étions des anciens licenciés d'une autre enseigne de fitness assez connue que nous avons quitté après une quinzaine d'années passées auprès d'eux. Et puis voilà, donc 2017, nous décidons de quitter notre marque pour créer la nôtre et créer la marque Honor Fitness qui représente aujourd'hui maintenant 45 clubs ouverts sur la France, dom-tom et international, et maintenant plus de 160 000 adhérents. Excellent, excellent. Félicitations, c'est impressionnant. Et le Fred avant justement le groupe Honor, c'était qui? Eh ben, le Fred d'avant le groupe Honor était déjà le Fred qui œuvrait dans le fitness depuis de nombreuses années, puisque moi j'ai commencé le fitness en 1998 en sortie d'études, et je faisais une licence en management et en gestion commerciale, et je prends toujours plaisir à dire que j'ai commencé dans le métier du fitness en tant que stagiaire, puisque voilà, j'ai terminé mes études en alternance au travers d'une licence, et ensuite après je suis rentré dans le monde du fitness sous enseigne Moving à l'époque, et j'ai gravi un peu tous les échelons en passant du commercial à manager, à superviseur, et ainsi de suite, pour ensuite me retrouver au développement et maintenant à la direction générale du groupe Honor Fitness. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'en 98, tu as été attiré justement par ce marché du fitness? Alors moi, j'ai toujours été un sportif, je dirais, en tous les cas, motivé, passionné dans de nombreux domaines. Donc c'est vrai que j'avais tout de suite une appétence, comme depuis toujours, sur les activités sportives et également sur la musculation, la préparation physique pour d'autres types de sports. Donc j'étais moi-même pratiquant. Et puis je dirais que si je suis rentré dans le fitness, c'est presque un peu par chance et par opportunité, puisque je n'étais pas forcément destiné à être dans ce domaine-là, puisque je m'apprêtais à embrasser une carrière militaire, puisque j'étais accepté à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active à Saint-Mexan. Et finalement, voilà, une amie m'a proposé d'intégrer une salle de sport pour terminer mes études, et je lui ai dit oui. Et puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais quitté ce métier, et je pense que je ne le quitterai jamais jusqu'au bout, puisque
on a quand même maintenant une très très belle aventure qui s'écrit devant nous avec une très belle marque qui se développe. Et c'est vrai que je souhaite à tout le monde de vivre la belle aventure que j'ai eu la chance de vivre dans le monde du fitness. Et du coup, je serais curieux de savoir, de 98 à 2017, c'est quoi les enseignements que tu as retirés de toute cette expérience avant de lancer justement ton propre club et ta franchise? Alors la franchise aujourd'hui, nous, elle est lancée au travers d'un groupe familial dont moi je suis le directeur général et petit associé. Mais c'est aujourd'hui les mêmes personnes, en tous les cas, avec qui on travaille depuis maintenant plus de 25 ans. Donc c'est la famille Boll, Jacques Boll aujourd'hui, qui est le président du groupe. Et j'ai travaillé avec lui déjà avant même effectivement que la marque soit lancée, puisque ce que j'ai appris, c'est toutes les valeurs, je dirais, d'une entreprise familiale déjà, puisque c'est une entreprise sur laquelle il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a pas je dirais, de grands groupes derrière, en tout cas, qui peuvent mettre la pression. On a des valeurs qui sont des vraies valeurs d'entreprise familiale. Et puis, ce que j'ai appris depuis 1998, c'est beaucoup de choses, parce que il faut bien avouer que le monde du fitness a extrêmement évolué ces 25-30 dernières années, puisque voilà, on était sur un marché où les grandes enseignes n'existaient que très peu, hormis l'enseigne Moving, sur laquelle moi j'ai assisté un peu au lancement des premiers clubs sur la fin des années 90, début des années 2000. Et puis après, un marché qui s'est énormément structuré avec des codes Augmenté aussi, ouais. entreprises qui sont apportés et qui ont fait aujourd'hui que le marché du fitness est une véritable industrie du fitness. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grands groupes s'y intéressent et c'est pour ça que les grandes chaînes montent en puissance et qu'aujourd'hui on se retrouve avec un marché qui est très structuré, segmenté, comme n'importe quel type de marché finalement de n'importe quel type de domaine. Et comment s'est fait la création de On Air Fitness? Vous êtes parti d'une feuille blanche, vous avez vu le marché, les concurrents, et vous vous dites, bon, comment je peux faire pour justement, au niveau du paysage du fitness, comment faire différemment? Voilà, c'est quoi les réflexions par rapport à ça? Ouais, bien sûr, on est parti d'une feuille blanche, je dirais oui, mais en ayant fermé un gros livre de plusieurs années avant avec d'autres marques, d'autres enseignes, avec une expérience en tous les cas qui était d'une vingtaine d'années dans le marché du fitness. Donc c'est vrai qu'écrire une page blanche quand on a l'expérience de 20 ans, c'est souvent un peu plus facile, je dirais, mais on a imaginé notre marque comme souvent le font n'importe quelle grande enseigne de n'importe quel domaine d'activité. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question qui allaient être les clients de demain dans les salles de fitness, et on s'est tout de suite dit, voilà, il y a une véritable opportunité sur les jeunes, sur les millennials, ces fameux jeunes 18-35 ans hyper connectés, qui ont envie de s'entraîner, qui ont envie de vivre des expériences, en tous les cas, et de vivre des expériences de loisirs et de sport différemment des autres. Et on a décidé de créer notre marque. On s'est dit, maintenant qu'on sait à qui va s'adresser notre produit, on va imaginer le produit qui va autour. C'est-à-dire que l'objectif n'était surtout pas de créer finalement une nouvelle marque de fitness et de nouvelles enseignes, des nouveaux clubs qui ressembleraient à n'importe quelle autre enseigne sur lesquelles on avait déjà même été. Et donc, on voulait raconter notre propre histoire, avoir notre propre identité. Et avant de créer un club, on voulait absolument créer une marque. Et c'est pour ça qu'est né On Air Fitness, parce qu'on voulait une marque d'ailleurs dans laquelle le mot fitness ne soit pas forcément prépondérant. C'est la marque On Air, parce que voilà, on voulait qu'elle ait sa propre identité et qu'à chaque fois qu'on posait un nom finalement avec le mot fitness, le mot gym, quoi que ce soit, on avait presque l'impression qu'il était démodé avant même d'exister. Et donc c'est pour ça qu'on s'est approprié ce mot On Air, qui est une référence au petit boîtier qu'on retrouve au-dessus des studios d'enregistrement, parce qu'on avait une envie première dans la création de notre marque, c'était de mettre en scène nos clients, faire en sorte que nos adhérents deviennent des vrais acteurs dans nos salles de sport. Et donc, le fait de mettre ce petit panneau, ce petit boîtier On Air à l'écoute, à l'antenne, on tourne, c'était un vrai clin d'œil sur la manière dont on voulait imaginer notre produit. Alors, je conseille toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui n'ont jamais été dans un club On Air d'y aller, parce que j'aurais adoré, moi, à l'époque, d'avoir un environnement comme celui-ci. Les 3 piliers, je pense, fondamentaux de la marque, c'est sport, musique, design, je ne me trompe pas. Exactement. Exactement, on dit le sport, la musique et le design. Pourquoi ces 3 piliers? Parce que tout simplement. C'est venu tout de suite. C'était vraiment dès que vous avez lancé, c'était vraiment les 3 focus.
Ouais. Oui, c'est la baseline qui n'a pas bougé, en tous les cas, depuis 2017, quand on a créé notre marque. Le sport, parce que on est avant tout des clubs de sport. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment offrir à nos adhérents le meilleur de l'expérience d'entraînement, avec le meilleur du matériel, avec des univers qui sont pensés pour les sportifs, pensés pour faire du sport. Et donc là, on a fait un choix d'ailleurs de ne pas forcément s'adosser à un seul équipementier. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de travailler avec plusieurs équipementiers parce qu'on estime que chacun est excellent dans son domaine. Et donc voilà, aujourd'hui, on travaille avec du technogym sur du cardio training, du hammer sur la partie vraiment espace force, de la partie du gym 80 pour les espaces de musculation guidée, du Eleco pour tout ce qui va être les produits vraiment d'ultra force. Et donc, nos clients peuvent retrouver dans nos clubs le meilleur, en tous les cas, du matériel d'entraînement. Et ça, c'était vraiment le point essentiel du mot sport. Après, la musique, c'est très simple parce que la musique, aujourd'hui, c'est un élément prépondérant dans la vie des jeunes. Les jeunes vivent avec de la musique, écoutent de la musique en permanence. Notre objectif, c'est aussi de les faire un peu décrocher finalement de leurs écouteurs pour pouvoir écouter de la musique dans les salles. Souvent d'ailleurs, ils y vont avec des écouteurs parce que ils n'aiment pas la musique qui sont passées dans des salles de sport. Nous, aujourd'hui, on a fait un parti pris de travailler avec des DJ de renom pour beaucoup, qui travaillent des playlists spécifiques avec voilà, une vraie identité musicale, avec des clubs qui sont pensés avec une qualité sonore qui est digne de clubs branchés, de bars branchés. Et on joue d'ailleurs beaucoup avec ces codes-là et avec nos clients qui peuvent retrouver d'ailleurs sur les principales plateformes type Spotify, Deezer, SoundCloud, le prolongement, les sélections des DJ, des mix qui peuvent écouter directement dans les clubs. Et on a créé du coup notre propre chaîne de radio, On Air Fitness Radio, qui est diffusée dans l'intégralité de nos clubs en permanence. Et puis enfin, le design, c'est le troisième point. Voilà, je dirais que dans un marché qui est hyper concurrentiel, il faut se différencier pour exister et le design en fait partie. On est dans la culture du beau aujourd'hui. C'est Il m'a le plus marqué, moi, quand j'ai été oui, en premier. Ouais. c'est une vraie identité qu'on retrouve dans tous nos clubs d'ailleurs, parce qu'on a fait le choix d'avoir de la franchise. Et de la franchise, ça nous permet aujourd'hui d'être sûr que chacun des clubs qui ouvre bien avec, je dirais, voilà, la bonne ambiance, le bon design, la bonne décoration. Et puis, on voulait avoir quelque chose qui soit, comme le dit souvent, à la fois nos clients, nos adhérents et nos visiteurs et les journalistes, des clubs Instagrammables. Parce que, voilà, encore une fois, on voulait que nos espaces d'entraînement soient avant tout des décors également pour que nos clients puissent se mettre en situation. On connaît aujourd'hui l'importance qu'il existe pour eux pour, je dirais, se mettre en scène et se filmer pendant leur séance d'entraînement, diffuser, créer du contenu, le partager avec leur communauté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve, grâce au design de nos clubs, de manière très présente, très omniprésente sur les réseaux sociaux, parce que, encore une fois, tous nos clients adorent se mettre en scène et adorent partager leur contenu. Ça nous fait de la publicité organique gratuite et beaucoup d'influenceurs qui viennent chez nous non pas parce qu'ils recherchent, je dirais, des accords commerciaux avec nous, mais simplement parce qu'ils aiment se mettre en scène chez nous. Excellent. Et en termes de business model, comment ça a été du coup réfléchi? Le business model, nous, aujourd'hui, on voulait partir sur un concept qui était un concept libre-service. C'est-à-dire qu'on voulait imaginer des clubs qui soient forts en expérience, mais par contre, qui soient faibles en contrainte. Et aujourd'hui, on sait que souvent, dans la vie d'entrepreneur, la contrainte première, c'est la masse salariale, c'est le personnel. C'est à la fois un grand plaisir d'œuvrer et de travailler avec de l'humain, mais c'est aussi souvent une grande difficulté. Et donc, on souhaitait nous mettre en place des équipes qui étaient des équipes réduites. Donc, aujourd'hui, un club On Air, c'est 3 à 4 commerciaux, un manager, un complément administratif si nécessaire. Mais voilà, on est capable de gérer des clubs qui font entre 1000 et 3000 mètres carrés, avec plusieurs milliers d'adhérents, puisqu'on a en moyenne un peu plus de 4000 adhérents par club, avec uniquement 4 à 5 personnes qui travaillent et qui œuvrent pour parfaire l'expérience client qu'on veut offrir. Excellent. Et, et du coup, l'avancée au niveau de la franchise, ça s'est passé comment? Vous avez fait un premier test avec un club et comment s'est fait justement la franchise et le groupe du coup? La franchise et le groupe se sont faits, je dirais, assez naturellement. C'est-à-dire on a transformé dans un premier temps nos clubs en 2017 parce que voilà, c'était la première étape déjà. Donc on avait 5 clubs à l'époque en région parisienne qui nous appartenaient.
Donc, on a transformé en août, 1er août 2017 l'ensemble de nos clubs avec déjà un cahier des charges qu'on avait parfaitement imaginé, une offre commerciale qui était une formule unique basée sur le prélèvement automatique, sans engagement annuel, une carte qu'on pouvait partager avec un membre de sa famille. Et donc, la transformation a été faite. On s'est rendu compte que finalement, en plus d'être transformé, nos clients adoraient et qu'on était capable d'aller chercher finalement bien plus de clients avec notre nouvelle marque qu'avec la marque qu'on venait de quitter. Et très rapidement, on s'est dit, voilà, ce modèle-là, maintenant, il faut qu'on le duplique. Il faut qu'on le duplique non pas simplement en ouvrant nos propres clubs, mais qu'on le duplique sous un modèle de franchise. Donc la France, je dirais que c'est le berceau de la franchise dans le monde, hein, puisque c'est le pays où le plus grand nombre de franchises existent. Et donc, on s'est rapproché de spécialistes du monde de la franchise pour créer une offre qui soit destinée à des investisseurs, des entrepreneurs qui avaient envie d'ouvrir une salle de sport avec un modèle libre service, avec encore une fois une belle expérience client. Et en 2019, donc, on lance pour la première fois janvier 2019, notre modèle en franchise, avec notre première présence sur les salons de la franchise en mars 2019. Et puis là, je dirais que toutes nos craintes s'évanouissent, puisque on rencontre énormément de personnes qui veulent investir dans notre projet, dans notre marque, alors qu'elle n'est pas encore connue à l'époque. On fait partie des... Comment tu peux l'expliquer ça, du coup, que vous n'êtes pas forcément connu, mais il y a une forte demande par rapport à ça. Comment vous avez réussi à susciter cet intérêt? Parce que je crois qu'on s'est mis tout de suite dans la peau de gens qui voulaient prendre le marché et qui voulaient bien faire les choses. Et c'est vrai qu'on a imaginé, moi je suis un passionné de marketing, et on a vraiment marketé notre marque. Et on lui a véritablement donné une identité. Et toutes les personnes qui sont venues nous voir n'avaient pas du tout l'impression de trouver finalement une marque qui venait tout juste de se lancer avec des petits moyens et qui avançait tout doucement. On s'est tout de suite donné les moyens avec un très beau stand, avec une stratégie marketing bien mise en place, avec une véritable identité de marque. Et finalement, sur un salon de la franchise, c'est particulier parce que nos premiers concurrents, c'est pas forcément les salles de fitness. Nos premiers concurrents, c'est n'importe quel type de business qui s'ouvre en franchise. Les gens viennent pour ouvrir soit peut-être un restaurant, du service à la personne ou des salles de sport, du loisir. Et donc là, nos concurrents sont toutes les franchises qui peuvent exister. Et on avait, je pense, un stand et une équipe ultra motivée qui parlait avec passion de notre métier, de notre marque, ce qui fait que très rapidement, on s'est retrouvé avec des files d'attente sur les premiers jours du salon, de gens qui venaient découvrir notre marque, notre concept et savoir comment est-ce qu'on allait se développer. Et puis, ces premiers candidats sont devenus nos premiers franchisés qui ouvrent maintenant leur nouveau club, des clubs, plusieurs, ils sont pour beaucoup maintenant à plusieurs clubs déjà ouverts. Donc ça, c'est une très belle histoire qui se raconte avec eux. C'est un peu nos pionniers. Et voilà, donc on a été sélectionné d'ailleurs dès 2020 sur les révélations de la franchise, sur les innovations que pouvait apporter notre marque sur le secteur du fitness et de la franchise. Donc on a terminé sur le podium. Et puis dans un métier, dans un marché sur lequel on pouvait s'imaginer qu'il n'y avait pas grand-chose à inventer parce que des poids, des haltères, des vélos, c'est un peu pareil chez tout le monde. Mais on s'est rendu compte que finalement, en y mettant une belle dose de marketing et une belle identité de marque, on pouvait vraiment créer quelque chose de différent et qui nous amène aujourd'hui à la réussite là où on est. Je suppose que vous y serez là le 16 mars prochain, du coup. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pour ceux qui nous écoutent et justement qui aimeraient, qui s'intéressent à la franchise, comment on doit faire? C'est quoi le processus? Est-ce qu'il y a un investisseur, on va dire, cible ou c'est quoi un petit peu? Comment je dois faire? Déjà nous rencontrer, c'est-à-dire parler de votre projet, parce que je dirais une franchise, c'est avant tout être un commerçant indépendant avec un projet qui le porte à cœur. Alors je dirais qu'après, dans les spécificités, il y a des filtres effectivement qui existent, parce que ouvrir une salle de sport, déjà c'est un métier qui est cher, parce que les investissements sont assez lourds au démarrage, même si les contraintes d'exploitation sont relativement faibles une fois que le club est ouvert. Mais voilà, il faut avoir en tous les cas plusieurs centaines de milliers d'euros disponibles déjà de suite en apport personnel pour pouvoir avancer sur le projet. Et puis ensuite, après, on travaille sur, je dirais, les zones sur lesquelles il peut y avoir des possibilités, des envies, des disponibilités, et puis l'appétence qu'on peut avoir aussi humaine pour le sport, mais aussi, je dirais, est-ce qu'on va bien s'entendre, tout simplement? Est-ce que le courant et le feeling va bien passer? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi le plaisir de travailler dans une entreprise familiale qui n'est pas dépendante de fonds extérieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le luxe de choisir nos clients, de choisir nos franchisés. Et c'est vrai que ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises, hein,
de pas forcément partager les mêmes valeurs avec des personnes qui avaient pourtant les moyens d'ouvrir une salle et à qui voilà, on a finalement on n'a pas donné suite. Et aujourd'hui, on travaille avec des personnes qui ont les moyens, qui ont l'envie et avec qui nous avons nous-mêmes l'envie de travailler, d'avancer et de progresser ensemble. C'est quoi ta vision du fitness dans les 5 à 10 ans à venir? Une très belle vision. Je pense que l'épisode du Covid, dans tous les cas, est maintenant bien passé. Ça a été une épreuve qui a été très difficile pour le secteur d'activité où malheureusement, bah, de nombreux clubs voilà, ont disparu aussi parce qu'ils étaient fragiles déjà avant Covid et le Covid bah, n'a forcément pas facilité les choses. On disait souvent avant Covid qu'on était sur un marché qui était exceptionnel avec une fenêtre de tir d'une dizaine d'années, avec un plan de développement extrêmement fort sur le potentiel, le nombre de clubs, parce qu'aujourd'hui, la France, c'est approximativement 10% de taux de pénétration, c'est-à-dire 10% des Français sont inscrits dans une salle de sport. C'est déjà beaucoup, mais on peut faire bien mieux, parce qu'aujourd'hui, bah, tous nos voisins européens sont tous sur des taux de pénétration de 12, 13, 14%, et je ne parle même pas des pays scandinaves qui sont bien plus élevés. Il y a une véritable envie aujourd'hui des Français de se mettre au sport. On est poussé également par une dynamique nationale, hein, puis les Jeux Olympiques vont aider également tout le monde à vouloir se mettre au sport. Donc je pense que voilà, les 10 prochaines années vont être très belles. On dit souvent qu'il y a de plus en plus de clubs qui ouvrent, ça fait peur, mais non, à vrai dire, il y a surtout de plus en plus de clubs qui ouvrent parce qu'il y a de plus en plus de clients qui s'inscrivent dans les clubs. On est, je dirais, moi, par rapport aux fin des années 90, il y a peut-être 3 à 4 fois plus de clubs dans chacune des villes dans lesquelles on peut être. Et pourtant, il y a bien plus d'adhérents dans chacun des clubs que l'époque des fins des années 90. Donc, on est vraiment sur un marché qui n'est pas encore à sa maturité. On est sur un marché où tout est à faire. C'est un marché sur lequel qui va se segmenter aussi, hein, très clairement, puisque bah, voilà, il y a les enseignes qui sont des enseignes haut de gamme vont aussi certainement émerger à un moment donné. Où il y aura des produits de haut de gamme, il y aura des produits middle market qui sont peut-être les plus difficiles à gérer aujourd'hui parce que le marché voilà, peine encore à trouver son positionnement. Mais par contre, après, derrière, bah, effectivement, il y a le marché qui est libre-service, né du low cost qui s'est monté il y a à peu près une petite dizaine d'années maintenant, et voilà, qui a encore de belles années à faire devant lui avec beaucoup de clubs, de gros volumes en tous les cas qui vont arriver et beaucoup de gens qui vont se mettre au fitness grâce au low cost. C'est quoi vos axes de développement à vous? Enfin, si c'est pas, secret ou est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez justement, mettre en place? Moi, je fais du personal training depuis longtemps. Est-ce que c'est des choses est-ce que vous avez développé des choses de ce côté-là ou est-ce que pas forcément, c'est pas votre, objectif premier par rapport à ça? Alors, on a bien évidemment des objectifs hein, qu'on se fixe et qui sont basés sur notre développement. Donc, puisqu'aujourd'hui, bah, c'est 45 clubs là, qui sont maintenant ouverts. Notre objectif, c'est voilà, d'approcher les 70 d'ici la fin de l'année, de se développer sur l'international, puisqu'aujourd'hui, on est présent essentiellement sur la France et les territoires marins, mais on est également présent sur l'Espagne, puisqu'on ouvre notre deuxième club en Espagne et on va développer ce marché de manière intensive maintenant à partir du printemps. Et on ouvre nos premiers clubs également sur le Maroc, Casablanca et Rabat, donc cette année. Donc ça, c'est notre logique, en tous les cas, de développement. Maintenant, bien évidemment, on pense toujours dans les réflexions produits, et le coaching, l'entraînement, la préparation physique est un élément qui est important pour nous, mais nous avons fait plutôt le choix, finalement, de le confier à des coachs qui sont des coachs indépendants et qui viennent œuvrer dans nos clubs, je dirais, sans contrainte, sans qu'on intervienne dans leur business. On leur offre bah, effectivement des clubs qui sont extrêmement bien équipés, avec bah, beaucoup d'adhérents qui sont implantés, et on a beaucoup de personnel trainers finalement qui viennent, que l'on met nous-mêmes en relation avec les clients qui peuvent en avoir besoin et qui s'entraînent chez nous. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait le choix aujourd'hui de minimiser la masse salariale, encore une fois, donc de ne pas intégrer et de ne pas internaliser des services de coaching. Je dirais que les clients avec lesquels on travaille sont des clients un peu plus jeunes, 18-35 ans. Je dirais leur premier coach, il est souvent dans leur téléphone portable. Et je dirais que pour toutes les personnes qui ont des besoins spécifiques, de toute façon, il y a des coachs dans les salles, mais voilà, qui travaillent en direct avec nos propres clients. Et bon, j'ai un bon réseau de coachs. Si des coachs justement sont intéressés, comment on peut, contacter justement, On Air par rapport à ça, pour le développement éventuellement de coaching ou autre?
Bah, le plus simple, c'est de se rapprocher directement du club qui va être le plus proche, je dirais, de leur lieu d'activité, de là où ils veulent exercer. Et puis bah, après, le franchisé verra avec eux les différentes modalités qui peuvent exister. Il y a plusieurs types d'options qui peuvent exister, soit des fois avec des loyers sur des éléments spécifiques, ou parfois pas du tout de loyer, et simplement le fait d'être adhérent suffit pour finalement être coach directement dans la salle. Ok. Et tout ce qui est digitalisation, online, c'est des choses que vous avez mis en place, développées ou pas forcément? Bah, c'est notre cœur de métier, je dirais presque aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que on fait des clubs de sport, mais aujourd'hui, le digital est une partie extrêmement importante de notre développement et de notre travail. Juste au siège, c'est une équipe de 11 personnes qui travaillent sur le digital, aussi bien sur la partie web, site web, vente en ligne, référencement, traffic management, social media, community management, marketing d'influence. Donc voilà, aujourd'hui, On Air, on a une vision qui est très précise en tous les cas de notre manière d'asseoir notre marque au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 95% de notre budget de communication passe sur le web, passe sur le digital, passe sur les réseaux sociaux. Et donc, la digitalisation, je dirais, s'est fait tout naturellement dans le développement de notre marque. Et tu disais tout à l'heure effectivement qu'en France, il y a beaucoup de franchises. Les indépendants, du coup, on les compte un petit peu sur les doigts de la main. Comment expliques-tu justement cette émergence de la franchise, au contrario des indépendants que moi j'ai connus ouais, dans les années 2000 où il y avait quand même, je ne sais pas si il y avait un 50-50, mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même une grosse part de grosses franchises. Oui, mais il y en a même bien plus que 50%. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, on n'était pas loin des 75% de clubs indépendants, hein. Ouais. Donc, qui étaient d'ailleurs, qui travaillaient même pour la plupart très bien, hein, qui offraient des très bons services pour les clients, ainsi de suite. Et puis, bah, je dirais qu'après, c'est comme n'importe quel marché qui évolue, qui se développe, et ben, ça attire aussi bah, des investisseurs, des entrepreneurs, des grandes enseignes qui sont pour certaines cotées en bourse également et qui ont décidé de miser et d'investir sur le marché français parce que, encore une fois, c'est un marché où tout est à prendre, tout est à faire, hein. Quand on sait qu'on a encore plusieurs centaines de milliers, millions de personnes à mettre au sport en France, bah, c'est des opportunités de business qui sont très, très fortes. Et puis, bah, ça correspond aussi tout simplement, je pense, aux besoins et aux attentes d'un client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, une marque, c'est quelque chose qui rassure, une identité forte, c'est quelque chose dont les clients ont besoin finalement pour réussir à s'apparenter, à s'identifier à la marque dans laquelle ils vont pratiquer. Et puis aujourd'hui, bah, nos clients sont de plus en plus mobiles. Ils se déplacent bah, aussi bien dans toute la région parisienne, mais même sur la province. Et le fait de pouvoir retrouver après des clubs proches de chez eux, c'est quand même un élément qui est important. Et puis bah, le fait, faut pas l'oublier de chose, hein, c'est que le fait d'être plusieurs et d'être réunis au sein d'un réseau, bah, ça facilite aussi beaucoup de choses. Parce que bah, quand on est seul et indépendant, il faut être à la fois présent sur le produit, sur le marketing, sur la vente, sur la communication, sur le RH, sur beaucoup de choses. Et voilà, et le chef d'entreprise dans le fitness n'est pas un spécialiste de tous ces éléments-là. Alors que bah, le fait de rejoindre une enseigne, de rejoindre notamment une franchise, parce que dans la franchise, on transmet avant tout un savoir-faire, bah, l'avantage qu'il y a, c'est que de l'autre côté, on réfléchit, on pense et on met en place les outils nécessaires à nos franchisés pour que finalement, ils puissent se concentrer sur l'essentiel, leurs clients, et faire en sorte que leur club soit parfaitement tenu, que le service soit parfaitement apporté, que l'expérience qui soit fournie aux clients soit très bonne et que bah, leur équipe soit parfaitement managée. Voilà. Donc ça, c'est une des forces aujourd'hui d'un réseau. Et puis, euh, et puis bah, voilà, après, c'est vrai que seul, c'est difficile, à plusieurs, c'est plus simple. Est-ce que vous avez, ou est-ce que tu as connu un petit peu des moments de doute par rapport à la création de Honor? Alors, on a toujours des moments de doute, alors je dirais pas forcément de doute, mais de crainte. C'est-à-dire qu'on craint toujours à un moment donné de se dire est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que finalement le fait de quitter une marque qui fonctionne, est-ce que c'est la bonne décision à prendre? Est-ce que le produit qu'on met en place, est-ce qu'il va plaire? On est toujours dans un certain nombre de craintes, mais après derrière, je pense on a fait les meilleurs choix qu'on ait pu faire. Aujourd'hui, on n'a aucun choix qu'on a mis en place qu'on regrette. Aujourd'hui, on a cette chance, encore une fois, d'avoir une marque qui rayonne et qui se développe de manière très rapide. Euh, Maintenant, forcément, quand arrive la période du Covid et qu'on se retrouve dans une situation où, comme tout le monde et comme n'importe quelle personne du fitness, mais de n'importe quel domaine d'activité, n'avait aucune visibilité sur ce qui arrivait et sur ce qui allait arriver, on a forcément des doutes et des craintes, c'est normal.
Après, Il y avait combien de clubs à cette époque-là, le premier? On était à entre une douzaine, une quinzaine de clubs à peu près. On a ouvert des clubs d'ailleurs pendant la période de Covid, hein, parce qu'on avait fait le choix de pouvoir ouvrir avec des publics prioritaires. Voilà, donc on avait réussi en tous les cas à trouver des solutions par rapport au décret qui était mis en place pour que nos clubs restent grandement ouverts. Donc ça nous a permis d'ailleurs de rayonner également sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Mais on a forcément des doutes, des craintes. Et puis quand on est franchiseur, le problème qu'il y a, c'est qu'on a aussi des doutes et des craintes, non pas que pour soi-même, mais également pour les personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié, je dirais, leurs économies, leurs investissements pour pouvoir réussir. Et c'est vrai qu'on avait aussi cette obligation à la fois de performer, de réussir pour nous, mais aussi de performer, de réussir pour les personnes qui nous avaient donné leur confiance. Voilà. Mais comme tout le monde, on a forcément des craintes et des doutes, mais le plus important, c'est de prendre les bonnes décisions et d'être focus, avoir un bon mindset et d'avancer. Et ça nous réussit. Et dernière petite question, comment expliques-tu qu'aujourd'hui, un pays comme la France, il n'y a que 10% de personnes qui franchisent les clubs, de nos clubs de fitness, justement? Est-ce que tu as une explication par rapport à ça? Oui, après, forcément, il y a une explication. Il ne faut pas imaginer que les Français ne sont pas forcément sportifs, hein. Aujourd'hui, le sport est très bien représenté directement sur la France. Il ne faut pas oublier qu'une des particularités qui existent en France, c'est également le système associatif qui est très bien organisé, très bien structuré. Donc, ça veut dire que l'offre du service, du service payant, enfin, en tous les cas, de l'offre d'entreprise de fitness n'est pas la seule, hein. Aujourd'hui, hein. Les gens peuvent faire également de la musculation, de la gymnastique, des cours dans des associations qui sont présentes et très proches d'eux. Je pense que voilà, aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas forcément non plus une dynamique qui était extrêmement poussée et très forte de la part de l'État concernant, par contre, voilà, le développement des salles de sport, les salles de fitness du domaine privé. Et puis, je crois qu'il y a une prise de conscience qui a peut-être été un peu plus longue que dans d'autres pays sur les bienfaits du sport et qui aujourd'hui est en train de se rattraper. Je pense que voilà, on n'a qu'à voir d'ailleurs au travers des réseaux sociaux, à travers de plein de choses. Je crois que les comptes et les contenus qui sont les plus vus, les plus partagés aujourd'hui, c'est le fitness, c'est le sport, c'est le côté healthy, les recettes, voilà, le fait de bien se porter, d'avoir un bon cadre de vie, d'avoir voilà, une certaine discipline qui s'instaure pour faire du sport, pour avoir le bon mindset, pour voilà, faire en sorte que le sport participe en tous les cas à un bon équilibrage dans sa vie. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent d'ailleurs chez les plus jeunes. On a de plus en plus de jeunes, de très jeunes qui viennent s'inscrire dans les clubs. Aujourd'hui, les lycéens sont de plus en plus présents dans nos clubs, alors qu'ils n'y étaient pas encore il y a quelques années. Et on voit bien qu'il y a une prise de considération voilà, du sport, de la musculation. Et puis, je pense que les réseaux sociaux, ils jouent pour beaucoup aussi, parce qu'on est dans un monde où beaucoup de gens se montrent, et d'autant plus les jeunes. Et puis, on aime toujours quand même mieux se montrer, je dirais, en bonne forme, en bonne santé. Voilà, rayonnant plutôt que pas forcément dans les meilleures conditions physiques. Donc, je pense qu'on rattrape petit à petit notre retard et je pense que les prochaines années, avec l'arrivée de clubs qui donnent envie aussi, hein, parce que je pense que l'offre fitness aujourd'hui donne bien plus envie maintenant que ce qu'elle ne donnait envie avant. Je pense que très rapidement, on va rattraper le retard et puis monter sur le podium européen pour montrer que les Français, on aime le sport et qu'on en pratique régulièrement et que c'est comme ça. Top. Eh bien, merci, merci une nouvelle fois de ton temps. Félicitations pour le parcours, c'est impressionnant. Merci beaucoup, merci aux auditeurs. Je t'interviewerai quand il y aura du coup une centaine de honneurs. C'est quoi écoute, l'objectif? L'objectif, c'est quoi? Il y a un objectif, un big goal? Oui, forcément. Après, quand on détermine les objectifs, on les détermine par rapport à des données chiffrées, hein. Donc, on a fait une étude précise de la France avec toutes les villes sur lesquelles il y a des potentiels d'implantation. Donc, on sait aujourd'hui qu'en France, on a le souhait, nous, de placer entre 200 et 220 clubs à peu près sur la France, ce qui est à peu près l'équivalent également sur l'Espagne et puis après sur d'autres pays un petit peu moins. Mais voilà, la logique, en tous les cas, sur la France, c'est à peu près entre 200 et 220 clubs. Et il y a des envies je sais pas, d'Angleterre, des pays, voilà, des pays anglo-saxons, des choses comme ça. Enfin, je verrais bien un modèle Honor du côté de nos amis ouais, anglais, américains ou autres. Enfin, voilà, c'est des ambitions ou pour l'instant, c'est pas du tout le. Des ambitions et des envies, oui. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une marque, par contre, qui est très sollicitée sur l'international, parce que c'est vrai que
On a une vraie identité, on a un vrai concept, on a une vraie marque différenciante et que les gens remarquent et reconnaissent. Donc, on est sollicité pour beaucoup de pays, dont ceux dont tu viens de citer. Après, c'est les opportunités qui feront qu'à un moment donné, on activera ou pas notre développement sur ces pays. Aujourd'hui, par exemple, sur l'Espagne et sur le Maroc, c'est des opportunités avec des franchisés motivés qui ont envie de s'implanter et qu'on a suivi dans leur projet. Donc, mais effectivement, on nous dit souvent qu'on pourrait imaginer un Honor un peu dans toutes les grandes villes d'Europe, parce que voilà, c'est des clubs, c'est des vrais clubs qui donnent envie et une marque que j'aime souvent dire qui devient une love marque. Parce que voilà, on sait que nos clients sont très fidèles, adorent notre marque, aiment porter nos couleurs, aiment se représenter chez nous. Et ça, c'est un vrai pari gagnant quand on aime le marketing et qu'on aime le fitness. Et je ne sais plus si tu l'as dit, c'est quoi la superficie? Bon, ça va dépendre forcément des locaux que vous trouvez ou de l'espace, mais c'est quoi un Honor en moyenne? Allez, on va dire un Honor classique en tous les cas, ça va être à peu près entre 1500 mètres carrés et 2000 mètres carrés. On a des clubs aujourd'hui qui font 800 mètres carrés sur des ultra centre-villes de plus petites villes et on s'apprête à ouvrir le plus grand club parisien également. 5000, là, j'ai vu, non, je crois. De 5000 mètres carrés dans le 19e arrondissement, Flandre, en face du métro Crimée. Et là, qui va devenir, j'en suis persuadé, pour tous les pratiquants, un véritable temple du fitness, une mecque de la musculation, parce que tout y sera représenté en surdimensionné. On a un franchisé qui met vraiment des moyens exceptionnels pour y faire un produit exceptionnel. Et je pense que les Parisiens vont adorer. Il sort quand? Ouverture pour fin de printemps, début d'été. Il est en plein travaux actuellement. Donc là, on attend, dans les prochaines semaines, en tous les cas, le club sera prêt et je peux vous garantir à tous qu'il est incroyable. Et un 5000 mètres à Paris en termes de loyer, non? C'est plus cher qu'un 1000 mètres. Okay. C'est plus cher qu'un 1000 mètres, mais on sait aussi que c'est un club qui a un véritable potentiel, qui est dans un quartier populaire, au pied des habitations, au pied d'entreprises, une densité de population qui est très très forte, une population jeune qui est sur place dans le quartier. Et on sait que c'est un club qui mettra énormément d'adhérents, on en est persuadé. Bon, je me réjouis de pouvoir aller faire un tour du coup. En tout cas, merci beaucoup. Merci tout le monde. Pensez à mettre un 5 étoiles et un super commentaire pour Frédéric. Merci Fred de ton temps. Je sais que ton temps est compté en tout cas. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous. Merci beaucoup, Andy. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.